à tous, je m'appelle Domitille et je suis la RMEB pour l'année 2023-2024. Aujourd'hui, on va parler de chimie organique. Je sais que la chimio, c'est un chapitre qui peut faire peur à beaucoup de monde, mais vraiment, dites-vous que c'est une enquête. On vous donne une réaction et il va falloir trouver les petits indices qui sont dans cette réaction pour pouvoir répondre aux items. Et une fois que vous aurez trouvé les indices, ça ira, mais comme sur des roulettes. Donc, pour commencer, on va voir si on a affaire à une substitution nucléophile ou à une élimination, qui sont des réactions que vous avez vues normalement dans votre cours. Bon, là, je pense que vous voyez ce qui est écrit en gros sur le tableau. Vous vous doutez qu'on va avoir une substitution nucléophile. Comment est-ce qu'on sait ça? On regarde le bilan de notre réaction. Dans une substitution nucléophile, on a une sigma détruite et une sigma formée. Alors que dans une élimination, on a deux sigma qui sont détruites et une pi qui est formée. Ici, je regarde mes produits et mes réactifs. Je constate qu'on a cassé une liaison entre ce carbone-là et le chlore. Donc on a au moins une sigma qui est cassée. Et on a formé une sigma entre l'atome de soufre qui est ici et toujours cet atome de carbone. Ça correspond au bilan d'une ESN. Donc on a bien une SN. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est l'ordre 1 ou l'ordre 2? Parce que selon l'ordre, on va avoir des mécanismes qui sont totalement différents. On vous donne différentes caractéristiques dans votre cours, d'ordre 1 et d'ordre 2. L'ordre 1, la vitesse ne dépend que de votre groupement, de votre molécule avec le groupement partant. Le groupement partant, c'est la molécule, l'atome qui va partir, ou le groupement d'ailleurs, qui va partir de la molécule. On l'appelle également nucléofuge. Dites-vous que nucléofuge, fugue, il s'en va. Ici, regardez, on voit que la liaison se casse ici et on a le chlore qui se retrouve tout seul. Ça va être notre groupement partant ou notre nucléofuge. L'ordre 1, la réaction va être non stéréosélective. On va voir pourquoi dans 2 minutes. Et enfin, elle possède 2 étapes et elle est favorisée par les effets donneurs, qu'ils soient mésomères ou inductifs. Pourquoi ça? Dans une SN1, d'abord, on va avoir en fait le groupe partant dans une première étape qui s'en va de la molécule, il prend une charge moins et il laisse derrière lui un carbocation avec une lacune. Et ensuite, dans une seconde étape, vous allez avoir le nucléophile ici qui va attaquer le carbocation pour avoir vos produits. Donc on a bien 2 étapes. Et pourquoi est-ce que elle est favorisée par les effets donneurs? Parce que les effets donneurs vont stabiliser le carbocation. Donc quand vous avez des effets donneurs sur une molécule, on va plus facilement avoir une SN1. Pour l'ordre 2, on constate que la vitesse dépend à la fois du nucléophile et de la molécule avec le groupement partant. C'est une réaction qui est stéréosélective et qui se fait en une seule étape. Pourquoi ça? Parce que en fait, votre chlore et votre nucléophile vont partir en même temps. Enfin, le chlore va partir et en même temps, le nucléophile va attaquer le carbone électrophile qui est là. Et elle est stéréosélective. Pourquoi? Parce que comme le chlore est encore présent, la molécule, le nucléophile ne pourra attaquer le carbone que d'un seul côté et non de 2, comme avec le carbocation. Parce que quand il y a un carbocation, il n'y a rien qui freine le mouvement, l'attaque du nucléophile. Ici, si on analyse notre réaction, est-ce qu'on aurait plutôt une SN1 ou une SN2? Là, on voit qu'on a un très bon nucléophile, ça pourquoi pas. Mais la première chose que vous devez remarquer, c'est qu'ici, on a des effets mésomères donneurs. Là, le doublet non liant de l'oxygène peut se délocaliser. Tac. Jusqu'à un potentiel carbocation. Et ça va vraiment faire qu'on va avoir plutôt une SN1, parce que notre carbocation sera extrêmement stable. Donc, effectivement, on a plutôt une réaction d'ordre 1. Ça, c'est vrai. Et on vous demande également, est-ce que le soufre est un nucléofuge? Non, c'est le nucléophile qui va attaquer la molécule. Votre nucléofuge, c'est vraiment le groupement qui reste tout seul à la fin. Donc, si on regarde notre réaction, on peut maintenant dessiner le mécanisme. Vous allez avoir, dans une première étape,
une formation d'un carbocation. Hop. Ça, c'est la première étape. Et la première étape, durant cette première étape, on va avoir un premier état de transition. C'est un état où le nucléofuge n'est pas encore parti. C'est un état de transition. Et là, ce que vous obtenez là, c'est un intermédiaire réactionnel. À partir de là, vous allez pouvoir avoir une attaque du nucléophile, qu'on va noter SR, donc le S et ça c'est le reste. Et comment cette attaque va se passer? Ici, votre carbocation, il possède une lacune, hop, qui se situe dans une orbitale P, parce que les lacunes sont toujours dans des orbitales P. Votre nucléophile, il a un doublé non liant. Enfin, là, d'ailleurs, j'ai oublié la charge moins. Attention. Il a 3 doublés non liants, mais là, on en a besoin que d'un. Donc, on se préoccupe que d'un. Et ces doublés non liants ne sont pas délocalisables, donc ils sont tous dans les orbitales sp. Hop, elles sont moches, les orbitales sp. Et il est plein, donc on représente bien nos petits électrons. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce doublé non liant va aller attaquer soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, la lacune du carbocation pour qu'on puisse avoir une liaison et obtenir, après un second état de transition, on note ET2, le produit que vous voyez là. Et là, c'est fini. On a récupéré tous nos indices et on peut répondre normalement à toutes les questions. Alors, est-ce qu'un meilleur nucléophile accélérerait la réaction? On se situe dans un ordre 1. Et donc la vitesse ne dépend pas du nucléophile. Donc non, ça n'accélérerait pas la réaction, puisqu'on s'en fiche qu'on ait un très bon ou un mauvais nucléophile. Ensuite, cette réaction possède un unique état de transition. Et voilà, pareil, c'est faux, regardez. On a 2 états de transition. En revanche, on a bien un seul intermédiaire réactionnel. Donc ça aurait été vrai si on vous a demandé est-ce que cette réaction possède un seul intermédiaire réactionnel? Mais là, ce n'est pas le cas, c'est faux. Et enfin, est-ce que le doublé non liant de l'atome de soufre attaque l'orbital sp3 vide du carbocation? C'était presque ça, sauf que le doublé non liant de l'atome de soufre attaque une orbitale p vide du carbocation, et non une orbitale sp3. Et voilà, maintenant vous savez comment répondre. Oula, j'ai oublié de noter le bilan. C'est mieux comme ça. Vous savez répondre à des questions sur une réaction de substitution nucléophile. Maintenant, nous pouvons passer à la partie sur l'élimination. Alors, on vous donne 2 réactions ici. On va commencer par les analyser un petit peu. Dans la première réaction, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'on passe ce groupement-là et on le substitue à ce groupement-là. À quoi est-ce que ça nous sert? En fait, ça va nous servir à activer le groupement OH. Parce que ce groupement OH, c'est un très mauvais nucléofuge. En fait, il est tellement mauvais qu'on ne peut pas l'utiliser tout seul, juste comme ça. Vous ne pouvez pas avoir une élimination, une substitution nucléophile avec un OH. Vous êtes obligé de l'activer. Ici, on l'active en ce qu'on appelle ester sulfonique. En fait, vous allez le faire réagir avec cette espèce que vous voyez ici, et vous allez les substituer par un mécanisme d'addition-élimination. Et comme ça, on va avoir à la place du groupement de OH, un ester sulfonique qui, lui, pour le coup, est un très bon groupement partant. Et à partir de là, on va pouvoir avoir une élimination. Là, c'est très simple, pour la réaction 2, on vous dit tout de suite qu'on a une élimination. Donc pas la peine d'aller chercher des indices, est-ce qu'il y a des liaisons détruites, des liaisons formées? Non, on vous dit qu'on a une élimination. C'est bon, on va avoir une élimination. Mais la question qu'on va se poser maintenant, c'est quel produit on va avoir? Parce que là, ça va être plus complexe. Avant ça, on va commencer par déterminer l'ordre. Pour une élimination, les caractéristiques des ordres sont à peu près les mêmes que pour une substitution nucléophile.
Dans le cas d'un ordre 1, la vitesse dépend uniquement de la molécule avec le groupement partant. On va former deux stéréoisomères, un stéréoisomère Z et un stéréoisomère E. Parce que je vous rappelle que votre bilan de réaction, vous allez avoir une double liaison qui va se former. Et là, on va avoir peut-être Z, peut-être E, personne ne sait. Sauf que c'est quand même une réaction stéréosélective. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des pourcentages de Z et de E qui seront différents. Donc même si on forme deux stéréoisomères, on considère que c'est quand même stéréosélectif. Et ça se fait en deux étapes. Parce que tout comme pour une SN, on va avoir d'abord la formation d'un carbocation et ensuite l'attaque du nucléophile. Dans le cadre de l'ordre 2, pareil, c'est un peu la même chose. La vitesse dépend également de la base, donc du nucléophile qui va aller attaquer le carbone électrophile et de la molécule avec le groupement partant. Cette fois-ci, elle est complètement stéréosélective parce qu'on va former un seul stéréoisomère. Et enfin, elle va se faire une étape. Donc, tout concerté, on va avoir le départ du nucléofuge et l'attaque de la base. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce que, avec ce qu'on nous donne, quel produit on va obtenir. Et là, on va introduire un concept qui est très important, c'est le concept de anticoplanaire. Remarque que j'ai oublié de préciser dans la vidéo mais qui a toute son importance, l'obligation que l'hydrogène soit en anticoplanaire par rapport au groupement partant est valable uniquement pour une E2. Pour une E1, on a la formation d'un carbocation et par conséquent, le doublet non-liant de la base, ici AH-, peut attaquer de n'importe quel côté du carbocation. En revanche, dans le cas d'une E2, comme tout se fait en concerté, on est obligé que l'hydrogène soit anticoplanaire par rapport au groupement partant. Dans une élimination, vous allez avoir, ça se présente toujours de la même manière, on a un groupement partant X et un H. Et ce H doit être en anticoplanaire du groupement partant. Ça veut dire que lorsqu'ils sont dans le même plan, ils doivent être de part et d'autre de la liaison sigma. Vous ne pouvez pas avoir une élimination où on a ça. Ça, c'est impossible, ça n'arrivera pas. Donc, si on vous présente ça, il ne peut pas y avoir d'élimination. Là, vous pouvez avoir ça, et l'autre cas où vous avez un anticoplanaire, plutôt que de vous casser la tête à tourner, je vous le dis, c'est quand vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Donc avec soit le X, soit le H ici, et soit le X, soit le H ici. Là, on considère aussi que c'est un anticoplanaire. Ici, si je regarde mes atomes d'hydrogène, comme on est dans une représentation topologique, ils ne sont pas représentés, mais ils existent quand même. On en a un ici, qui est à l'arrière du plan, et deux ici, un à l'avant du plan, et un à l'arrière du plan. La question, c'est maintenant, est-ce qu'ils peuvent, avec lesquels on peut faire une élimination, avec le doublet non-liant de la base. Et là, on va avoir un problème. Ici, vous voyez, le H est à l'arrière. Et ici, votre ester sulfonique est également à l'arrière. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en anticoplanaire. On n'aura jamais deux cas où, quand l'ester sulfonique et l'hydrogène seront dans le même plan, ils seront de part et d'autre de la liaison sigma. Donc il ne peut pas y avoir d'élimination avec cet hydrogène. En revanche, ici, vous avez un hydrogène à l'arrière, ça c'est impossible, pareil. Mais si on regarde l'hydrogène à l'avant, eh bien on se trouve dans ce cas-là. Donc, on peut bien avoir une élimination là. On est trop content, c'est fantastique. Et j'ai oublié quand même un cas, il faut d'abord déterminer l'ordre. Et là, on vous donne un indice. On vous dit que la vitesse dépend de B, ici, et de NaOH. Donc, comme ça dépend de la base et de la molécule avec le groupement partant, on se situe dans le cas d'un ordre 2. Maintenant qu'on a déterminé qu'on avait affaire à une E2, on va pouvoir déterminer notre mécanisme. Petite interlude
le temps qu'on a profité pour premièrement numéroter les carbones et deuxièmement dessiner les orbitales qui vont nous permettre de dessiner le mécanisme. Donc, on a établi qu'on avait un ordre 2, on a établi que seul l'hydrogène qui était ici pouvait servir pour faire la réaction d'élimination. Et maintenant, il faut qu'on voit comment ça se passe au niveau de nos orbitales moléculaires. Tout d'abord, on se situe dans un milieu aqueux. Donc en réalité, HO-, ce qui nous intéresse, c'est sa forme aqueuse, où on le note OH-, pas NaOH. Et cet HO- va posséder un doublet non liant plein, enfin il en possède plusieurs, mais il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse, avec donc 2 électrons dans une orbitale sp3. Et ce doublet non liant va aller attaquer cette orbitale, donc l'orbitale antiliante de la liaison CH, ce qui va permettre de casser la liaison entre le carbone qui est ici et l'hydrogène qui est là. Et ensuite, on va pouvoir, une fois qu'on a fait ça, enfin ça se passe en simultané, comme on est dans une E2, avoir une attaque de l'orbitale qui est ici, la sigma liante CH, qui va aller attaquer la sigma antiliante de la liaison entre le carbone ici et l'oxygène qui est là. Et cette attaque va pouvoir permettre le départ du groupement partant ester sulfonique. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir se retrouver avec notre produit C qui est sous cette forme-là. Hop, on a ici le tritium. Je précise, ça peut être un petit peu perturbant en épreuve, je comprends tout à fait. Le tritium n'est pas un nouvel atome qu'on aurait inventé comme ça. Non, c'est un isotope de l'hydrogène qu'on écrit T, mais c'est bien de l'hydrogène. Et là, on a du pH3. Hop. Et c'est bon, il nous reste un hydrogène, mais qu'on ne représente pas parce qu'on est en formule topologique. On a bien notre produit C. À présent, on peut normalement répondre à toutes les questions. Première question, est-ce que la réaction 1 est nécessaire à la transformation de A en C? A, vous le verrez, son potentiel groupement partant, c'est le groupement OH. Et le groupement OH, on l'a dit, est un très très mauvais groupe partant. On ne peut pas faire de substitution nucléophile ou d'élimination avec un groupement OH. On a besoin de l'activer. Donc effectivement, la réaction 1, qui est l'activation du groupement OH, est nécessaire. L'item est vrai. Ensuite, est-ce qu'on peut réaliser l'élimination avec une attaque de l'hydrogène sur le carbone de l'hydrogène qui est situé ici? On l'a dit auparavant, c'est impossible parce que l'hydrogène, cet hydrogène-là et le groupement ester sulfonique ne sont pas en anticoplanaire. Donc, c'est impossible. En revanche, est-ce qu'on peut réaliser une élimination avec une attaque de l'hydrogène qui se situe sur le carbone 2'? Oui, c'est ce qu'on a réalisé ici, puisque cet hydrogène-là et le groupement partant sont bien en anticoplanaire. Ensuite, est-ce que la réaction 2 est d'ordre 2? Ça, on l'avait déterminé à l'aide de cette indication sur la vitesse. Comme ça dépend du produit B qui est là et de la soude, on a bien une vitesse qui correspond à un ordre 2. Et enfin, est-ce que l'orbitale moléculaire liante de la liaison COSO2R est attaquée par le doublet d'électrons d'une liaison CH? C'était presque ça. Sauf que rappelez-vous, on veut casser cette liaison-là. Et pour cela, on a donc besoin d'attaquer l'orbitale antiliante, qui va nous permettre de briser cette liaison. Donc c'était presque vrai, il fallait juste rajouter antiliante, ici. Et voilà, nous avons fini de répondre à nos questions. J'espère que ça vous aura aidé à mieux appréhender les réactions d'élimination. N'hésitez pas à vous rendre sur le forum ou même à venir nous voir en GT ou en SOUC si jamais vous avez d'autres questions. Et je vous souhaite bon courage!